Bonjour à tous, bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Benoît Saint-Denis, God of War. Mhm. Benoît, comment vas-tu? Salut à tous, heureux d'être sur After Fight pour parler un petit peu de MMA. Moi, tout va bien, hein. Je suis heureux de faire ce que je fais et voilà, je suis en plein dedans, quoi. Super. Je voudrais pour nos auditeurs que tu te présentes rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es un Alors, combattant du UFC. ouais. Benoît Saint-Denis, je suis combattant à l'UFC depuis un combat, depuis octobre, et j'ai mon deuxième combat qui est prévu en mai. J'ai combattu en 77. Mon prochain combat, je suis un combattant en 70 kilos. Le prochain combat sera en 70. Et je suis combattant pro de MMA depuis 2019. Et j'ai un palmarès, j'ai de 8 victoires avant la limite pour une défaite à la décision lors de mon dernier combat contre le numéro 12 de la catégorie welterweight, Eliseu Zaleski dos Santos. Voilà. Je voudrais savoir comment tu fais la transition vers les sports de combat. On sait que tu étais dans l'armée. Oui, alors moi j'ai été militaire de l'âge de 18 ans à 22-23 ans, 23 ans. Enfin, j'ai fait un contrat de 5 ans au sein du premier PMA. Le premier PMA, c'est le premier régiment d'infanterie de parachutistes d'infanterie de marine, qui est le régiment des forces spéciales françaises. J'ai été opérateur SAS pendant 5 ans, enfin pendant 3 ans et demi, vu que la formation dure déjà 1 an et demi. Et j'ai découvert les sports de combat en 2017 via le jiu-jitsu brésilien avec Christophe Savoca, qui a été mon premier mentor de sport de combat via le jiu-jitsu brésilien. Il m'a amené jusqu'à la ceinture violette en sol, qu'il m'a remise en 2020, je crois. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé un petit peu plus tard à commencer le pied-point, toujours à Bayonne, et cette fois à Sifit, un club où s'entraîne Stéphane Susperigui, pour les connaisseurs de pied-point, qui est un combattant en glory, un combattant basque, combat en glory en 95 kilos. Et mes premières raclées, c'était là-bas, en pied-point. Et je me suis beaucoup amusé. Donc, je faisais pied-point et sol en kimono. Et je me suis dit, j'aime bien les deux disciplines. Quand j'étais enfant, j'ai fait un peu de judo. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien les deux disciplines. J'aimais bien le judo. Est-ce que j'essaierais pas de tout mélanger? Et je me suis dit, tiens, quand je mélange tout, il y a un truc qui s'y apparente, ça s'appelle le MMA. Et je me suis retrouvé à commencer le MMA fin 2018. J'ai fait un tournoi amateur que j'ai gagné en Espagne. Et en 2019, du coup, j'ai commencé une carrière professionnelle et j'ai arrêté l'armée au profit d'une carrière professionnelle. Ça n'a pas été une décision facile parce que je suis passé d'un salaire de 2000 net à 400 euros le combat en Suisse pour le premier combat. Mais je me suis dit, voilà, il faut tenter l'aventure parce que si je ne tente pas, j'aurai des regrets. Et aujourd'hui, on peut se permettre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de passerelles au niveau de tous les tafs. Dès que tu as un taf qui est un peu qualifiant, tu peux le quitter un petit peu et y revenir si jamais ça ne marche pas. Mais voilà, je voulais tenter l'aventure et du coup, c'était parti. D'accord. On sait que quand tu es parti dans l'organisation Le Brave, tu as été invaincu là-bas. Oui, ouais, Est-ce j'ai combattu au Brave pendant 2 ans. Le Brave, ça a été ma première grosse organisation, parce que c'est une organisation qui appartient au top 10 mondial, qui organise en gros, pour faire simple, une organisation du top 10 mondial, c'est une organisation qui organise régulièrement tous les ans des shows, au moins 6 à 12 shows par an, et qui a des champions de chaque catégorie reconnus, une liste de contenders, vraiment des moyens pro en termes de rediffusion, télé, etc. Et en fait, donc voilà, je me suis retrouvé là-dedans suite à mon quatrième combat qui a été une victoire par clé de bras contre Ibrahim Baizarov à l'European Beatdown, qui était un bon combattant, qui était à 7-1 ou 8-1 à l'époque. Et donc, du coup, ça m'a fait un peu remarquer. Et suite à cette victoire, le Brave a contacté mon manager
et ils se sont mis d'accord pour un contrat. Donc, j'ai été sous contrat avec le Brave, du coup, jusqu'à mon départ pour l'UFC. Et je suis allé jusqu'à la place de contender numéro 1 pour la ceinture. Je devais affronter Eldar Eldarov, qui est un parent de Khabib Nurmagomedov et qui est un bon combattant que je devais affronter pour la ceinture des super lightweight, c'est 74 kilos. Et bon, ce combat ne sera pas fait, c'est mon seul regret du Brave. Mais voilà, j'ai basculé pour l'UFC parce que je pense que c'est une proposition qui ne se refuse pas. D'accord. Quelles sont tes sensations à ton arrivée à l'UFC avant même de rentrer dans l'octogone? Une petite partie de fierté parce que j'avais réussi du coup un des premiers objectifs que je m'étais fixé à moyen terme. Mais pour moi, c'est vraiment le début de ma carrière, entre guillemets, parce que l'UFC, c'est une des seules organisations. Le Brave me le permettait un petit peu, mais l'UFC, c'est une des seules organisations qui permet de vivre du fait d'être combattant. Donc, c'est un petit peu l'entrée dans la cour des grands et vraiment dans le monde professionnel, à mes yeux, parce qu'il y a un petit peu professionnel A et professionnel B, entre guillemets. Il y a très peu d'organisations. Il y a peut-être le PFL aussi, la CA, peut-être le One. Je ne me rends pas compte, le One des salaires qui peut-être permettent d'en vivre. Mais voilà, ces organisations, elles sont très peu nombreuses et l'UFC, c'était d'autant plus prestigieux que c'est la numéro 1 et c'est de loin la numéro 1. Donc, du coup, ça apporte un petit peu de plus. Et donc, non, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je n'étais pas surpris par l'ampleur de l'événement parce que le Brave m'y avait bien préparé. Le Brave a déjà la première grosse surprise, c'est quand je suis passé des petites organisations comme Championnat de France de Pancras, le BD, à Brave. Déjà, c'était un bonbon. Et quand je passais de Brave à UFC, c'était un bon aussi. Mais le fait d'être passé par le Brave et d'avoir fait 4 à 5 combats là-bas, c'est ça ça fait que quand je suis arrivé, j'ai pas non plus été pris par l'événement, quoi. J'étais dedans, j'étais dans mon combat et concentré sur ce que j'avais à faire. Une fois rentré dans l'octogone face à Zaleski dos Santos, ce combat, ça a été une guerre. C'est un combat qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Qu'en as-tu pensé de ce combat? Que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que surtout prendre mon temps, parce que j'ai re-regardé le combat et en fait, je me suis dit pourquoi j'essaie d'accélérer au deuxième alors que le premier, c'est serré, mais en fait, il faut accepter à ce niveau-là qu'il y ait des rounds qui soient serrés et il ne faut pas trop s'emballer. Et là, le fait d'avoir fini tous mes combats avant la limite, et il y a un seul combat où j'étais allé au troisième round, en fait, j'ai mis un coup d'accélérateur que peut-être j'aurais pas dû mettre contre un mec de ce niveau-là, surtout qu'il y avait une différence de poids qui faisait que c'est un gros puncher déjà de la catégorie. Par exemple, il a KOT Strickland, qui est aujourd'hui numéro 4, je crois, ou numéro 5 des middleweight. Et pourtant, ce mec-là a fait une décision contre Ousmane. Donc, Ousmane n'a pas réussi à le terminer, mais Zaleski l'a puni pendant 2 rounds parce que c'est un bon puncher et il a un pied-point. Il a un pied-point, je ne sais pas comment le décrire parce qu'il paraît un peu vilain comme ça, mais quand on est dans la cage avec lui, il le sort, quoi. Il a des bons contres, il a un bon coup d'œil en fait. C'est pas magnifique, mais il a un bon coup d'œil et surtout il a un bon punch. Et donc non, j'étais content d'avoir fait une grosse bagarre avec lui comme ça. C'était un bon combat, je pense que les gens le classaient dans les 2 meilleurs combats de la soirée Bien avec sûr. le title fight. Après, malheureusement pour moi, parce qu'il n'y aurait pas eu l'amalgame de l'arbitre, peut-être qu'on aurait eu un bonus avec Zaleski. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'amalgame et on ait un bonus. Ça aurait été plus préférable. Mais oui, je pense que l'arbitre, le côté russe, très froid, très loin de l'action, et surtout l'incompréhension au niveau du doigt dans l'œil, ça a un petit peu fait jaser parce que je lui dis que je ne pouvais pas voir. En fait, jusqu'à la fin du combat, il y a un œil où je voyais le trouble et on a 5 minutes pour récupérer. Donc, je lui dis que je ne peux pas voir. Je m'attendais à ce qu'il me laisse au moins 2 minutes pour récupérer et voir net. Et du coup, il y a eu ça. Il y a eu le coup parti, pareil, les temps de récupération. Normalement, l'arbitre doit pousser le combattant à prendre du temps de repos et pas le pousser à réengager tout de suite. Surtout, voilà, le combat, on était au 3e round. Voilà, les organismes ils sont fatigués. Tu peux laisser les 2 combattants respirer.
quand il y a un coup illégal, que ça repart dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, et puis après, le côté effectivement spectaculaire, j'ai pris beaucoup de coups au deuxième round. C'est ce qui a fait la différence d'ailleurs dans ce combat, hein, parce que le premier et le troisième round, ils sont vachement partagés. Et c'est le deuxième round où vraiment il y a une nette domination d'Elyseu pendant 2-3 minutes. Même si je reviens bien la dernière minute du round, je reviens très bien, mais c'est vraiment, il y a eu 2-3 minutes de foudre. Et effectivement, le fait qu'il soit loin de l'action et que ce soit commenté par les Américains, eux, ils ont le côté spectacle, ils ont le côté show. Donc, c'est un peu comme les Italiens qui commentent le foot. Tu as une passe dans la surface de réparation, ça gueule comme pas possible. Donc, ouais, ça a un petit peu accentué ce phénomène, je pense. En tout cas, avec ce combat, tu t'es défini comme un combattant qui a du cœur. Est-ce que c'était ce que tu souhaitais montrer au public ou est-ce que pour les prochains combats, on peut s'attendre à un Benoît plus patient, comme tu l'as dit, avec une stratégie pour prendre moins de coups, parce qu'on sait que bon, il y a des combattants qui aiment faire le show. Toi, est-ce que tu vises le show ou plutôt la performance dans tes prochains combats? À Bah, quoi on en peut fait, s'attendre? non, on peut s'attendre au même Benoît, mais un peu plus affûté, qui prend peut-être un peu plus son temps sur certaines phases. Mais déjà, le fait que je descende de catégorie et les adversaires qui vont me donner, ça va pas forcément être des top 15 tout de suite. Là, j'ai eu, entre guillemets, c'était un ascenseur incroyable si je gagnais, mais c'était. Normalement, on ne te donne pas un mec du top 20 ou du top 15 dès ton premier combat à l'UFC. Donc, c'était à double tranchant ce combat. Mais surtout, j'ai vu la différence de poids. Le cutting au niveau de l'UFC, il est obligatoire. Avant, moi, je cutais très peu. Enfin, en 77, je ne cotais pas. En 74, un tout petit 14. peu. Et là, en 70, je vais coter normalement. C'est-à-dire, je vais perdre mes 5 litres de flotte comme tout le monde la veille et le jour de la pesée. Et donc, non, juste, je pense que déjà, l'adversité va redescendre d'un niveau. Et oui, je vais peut-être prendre plus mon temps. Ça a été beaucoup d'expérience. Mais en tout cas, vous aurez toujours le Benoît qui cherche le finish et qui essaye d'être rouleau compresseur sur l'adversaire. Après, de manière peut-être un peu plus contrôlée, peut-être à l'image du premier round, qui je pense était pas mal, qui était un bon premier round. Ce changement de catégorie, de passer des 77 à 70 kilos, est-ce que c'est une volonté de ta part, de ton équipe, ou c'est quelque chose qui a été voulu au point de vue de ta performance lors de ce premier combat, ou c'était déjà Non, ça défini? fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'on veut passer en 70. En fait, on a eu une problématique, c'est qu'en arrivant au Brave, parce qu'en fait, moi, je fais autour de 80 kilos, donc je suis beaucoup trop léger pour un 77,5. J'ai tourné par exemple avec Kamzat en Suède, il est à 90 kilos hors saison et il est déjà un peu affûté. Donc, non, le cutting à ce niveau-là, il est obligatoire. Et en fait, le Brave, il y avait les super lightweight au Brave. Et il y avait les lightweight. Et je voulais commencer en lightweight au Brave, mais il y avait Amin Ayoub, qui est Ouais. un très bon copain à moi, qui était champion là-bas en 70. Donc, du coup, on s'est dit, bah, écoute, Benoît, même management, copain à toi, tu vas pas aller chercher la ceinture des 70. Vous n'allez pas vous taper dessus. Il y a cette KT là qui est intermédiaire. Et puis, ça va te permettre de voir un peu comment tu réagis quand tu perds un peu d'eau. Et donc, mes 4 derniers combats étaient en 4 ou 3 derniers combats avant le Élysée étaient en 74, du coup. Et ça se passait très bien, c'était relativement facile. Et du coup, ça m'avait renforcé dans l'optique de viser l'UFC en 70. Voilà, le but, ça aurait été de faire mon premier combat à l'UFC en 70 kilos. Mais comme je le disais, quand tu es un combattant français dans les KT dans lesquels j'appartiens, c'est-à-dire 70-77, déjà en 70, je pense que je ne serais jamais rentré à 8-9 combats. Il m'aurait fallu peut-être encore 1 ou 2 ans de pratique. Parce que les 70 kilos, on s'aperçoit que le roster, le top 15 chez les 70, c'est que des mecs qui ont plus de 15-20 combats. C'est une des KT les plus fournies, voire la plus fournie avec les 66. Et donc, du coup, l'occasion de rentrer en 77, elle était trop belle pour être refusée. Surtout qu'on avait pu négocier dès le départ le fait qu'après ce combat-là, je puisse descendre en 70 kilos avec l'UFC. D'accord. Est-ce qu'il y a des combattants dans cette catégorie des poids légers que tu aimerais affronter, ajouter à ton palmarès?
Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Il y a beaucoup de combattants. Déjà dans le top 15, il y a un mec que j'aimerais beaucoup affronter, c'est Dan Hooker, parce que je pense qu'il a un profil, moi, qui me plaît beaucoup. Mais oui, globalement, tous les mecs du top 15. Après, là, je suis concentré sur mon prochain adversaire. J'ai le nom, mais je ne vais pas les botter pour le moment parce que, Ouais. en fait, comme on est encore loin, il peut se blesser, ça peut être remplacé. Ça se dit, je ne serai pas pour le 14 mai, ça sera pour une autre carte. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger parce qu'on est encore loin du combat. Mais voilà, pour l'instant, je suis sur un profil qui me correspond bien, là, le prochain combat. Donc, on verra si ça bouge. Mais tous les mecs du top 15, bien sûr, j'ai envie de les affronter. J'ai vu que j'arrivais à faire quand même un combat compétitif contre un mec du top 15 des 77 kilos. Donc, j'ai peur de personne en 70 en fait. Déjà, il y a aucun mec en 70 kilos qui tape aussi fort que Élisée. Ça, je le sais, je le vois. Euh, Après, il y a des mecs un peu plus techniques. Il y a des mecs avec un meilleur cardio. Il y a d'autres challenges, ça c'est sûr. Mais pour me finir en 70, il va falloir beaucoup d'armes. Et je pense que je peux faire un combat compétitif avec la majorité des mecs du top 15 de l'UFC en 70. À tes côtés, tu as un entraîneur, Daniel Warin. Mhm. Est-ce que en ayant cet entraîneur à tes côtés, ça te rajoute une pression en termes de ce qu'il a fait dans sa carrière et des combattants qu'il a entraînés? Alors, peut-être les 6 premiers mois où j'étais dans ses mains, mais aujourd'hui, non, c'est plutôt l'inverse. Ça me délaisse d'un poids parce qu'en fait, quand tu arrives à l'UFC avec Daniel, en fait, il est un peu à la maison. C'est-à-dire qu'il y a Minotaur, tous les grands noms et tout qui passent, machin et tout, il les connaît, il parle en brésilien avec eux, ils se saluent, ils se connaissent. En fait, comme il connaît ce monde-là, j'ai l'impression de débarquer comme si je faisais déjà partie de la famille, quoi. Parce que le fait qu'il ait autant de contacts là-bas, et il me dit, là, en 2-3, il y avait plus été pendant 2 ans, il me dit, bon, ça n'a pas trop changé. Il me dit, voilà, il y a 2-3 nouvelles têtes, mais sinon, globalement, ça reste la même chose. Glover, il le connaissait bien. Il y avait Minotaur qui était là en guest, avec qui il a pas mal discuté. Le manager de mon adversaire, il le connaissait. Enfin bref, comme il a fait 6 ans à entraîner au Brésil à la Brazilian Top Team Brazilian Top Team pardon, avec Anderson Silva, et après il a fait 5 ou 6 ans à la Team Quest avec Dan Anderson aux États-Unis. Et du coup il a un gros carnet d'adresses à l'UFC, et ça te délaisse d'un certain poids parce que tout de suite les relations elles sont plus simples. Il y a déjà une familiarisation avec l'entourage de l'UFC. Combien de temps tu aimerais rester dans cette organisation de l'UFC? Ben, moi, j'aimerais faire ma carrière dedans, hein. C'est sûr que après, c'est à moi de prouver que j'ai ma place. Bon, ce combat le prouve en partie, mais il y a encore beaucoup de choses à prouver. Donc, voilà, à moi de faire des bons combats, de gagner mes prochains combats pour stabiliser ma place dedans et me rapprocher du top 15 petit à petit en 70. Et, et je pense que si je veux être combattant et faire une carrière de combattant, je pense que voilà, il faut viser une carrière, si possible, à l'UFC. C'est-à-dire, j'en sais rien, jusqu'à que je puisse, que je sois plus en capacité de donner le meilleur de moi-même dans la cage. Donc, on verra à quel âge ce sera, hein, 36 ans, 40 ans, je ne sais pas. Mais on verra à quel âge ça arrivera. Le MMA a été légalisé en France il y a très peu de temps. Est-ce que tu as senti un engouement pour toi au point de vue de ta carrière? Est-ce que ça a changé quelque chose ou? Alors, pour moi, spécifiquement, alors, je pense que oui, je pense que ça me rajoute. Il y a des gens qui m'ont suivi, peut-être qui ne m'auraient pas suivi avant. Mais je pense que c'est surtout pour les jeunes fighters. J'ai vu que vous aviez fait par exemple Wissam il n'y a pas longtemps, avec qui je m'entraîne régulièrement. Pour tous ces fighters comme ça, ou Mathieu Leto avec qui je m'entraîne et Jorik Montagnac, c'est des fighters qui maintenant vont pouvoir combattre en France avec plus de volume. Parce que moi, tous mes combats, j'ai été obligé de les faire à l'étranger, sauf un en pancrace, parce que je voulais me faire un palmarès rapidement et monter rapidement dans les rankings mondiaux. Et donc, il fallait combattre régulièrement. Et je pense que ça permet de donner plus de régularité aux combattants français, donc plus de visibilité, et donc vraiment d'améliorer la. Si les pros vivent mieux,
de leur sport, bah, je pense que ça va donner un engouement d'autant plus fort à l'ensemble du MMA français parce que forcément, ça fait plus de fans, ça fait plus de champions, ça fait plus de combattants qui émergent, plus de noms, plus de visibilité, plus de sponsors, plus de partenaires. Voilà, un public qui a du coup plus de matière à se mettre sous la dent. Et, euh, et voilà, donc je pense que clairement, oui, clairement, c'est un plus. Après, voilà, pour moi, ça a été discrètement un plus, mais peut-être que dans le futur, comme on a pu le voir pour Cyril, si jamais mes performances sont très bonnes à l'UFC, ça sera peut-être un très gros plus. Ouais. Ça te plairait de combattre en France, un UFC Paris, ça te fait Ah oui, rêver? ouais, 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 ça serait bien. Bah oui, c'est sûr, combattre à domicile, déjà, ça enlève le décalage horaire. En plus, moi, je m'entraîne à Paris, donc ce serait entre guillemets vraiment à domicile. Euh, et puis je pense qu'on commence à avoir des Français, on commence à pouvoir mettre une carte qui peut intéresser le public français avec une main card, avec du Cyril Gann, du Fares Ziam, du Nassourdine, du Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, Alain Bedeau, il y a Zara aussi. Enfin bref, je crois qu'on est 5 ou 6 ou 7 combattants français à l'UFC. Donc ça commence à avoir un peu de gueule et on peut faire une carte, quoi. En tout cas, une partie de la carte avec du français. Donc je pense que ouais, il y a moyen de remplir un truc comme euh, le Paris Défense Arena ou un truc à 20 000, 30 000 personnes. Je pense que ça marcherait, hein. Bien sûr. Et ouais, ça serait une grande fierté et un plaisir, bien sûr. D'accord. On arrive en fin d'interview. Donc, chez After Fight, en fin d'interview, on a le five. Le five, c'est un questionnaire de 5 questions, D'accord. réponses. Donc, je commence. Conor McGregor ou Khabib? Euh, Bah, il y en a un pour le business et un pour le côté sportif. Donc, c'est difficile à dire. Peut-être celui que je regarde le plus, c'est au niveau des techniques, c'est Khabib. Mais celui qui a le plus fait émerger le combat au niveau médiatique, c'est Conor. Donc, les deux. Les deux. D'accord. Jiu-jitsu brésilien ou boxe anglaise? Je suis brésilien pour le coup. iPhone ou Samsung? iPhone. Snapchat ou Instagram? Instagram. Ton repas préféré post-combat? On va partir sur une bonne entrecôte avec un bon fromage, un bon vin rouge. Tu vois, moi, là-dessus, je suis basique, hein. Et puis tu mets un tiramisu en dessert à la fin et c'est bon. Royal. C'est parfait. OK, super Benoît. Ben, écoute, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Malheureusement, je voulais passer un petit mot quand même. J'ai mon associé Magid qui n'a pas pu être présent pour cette interview. Mais en D'accord. tout cas, vraiment, il te passait un bonjour et il apprécie vraiment tes performances dans l'octogone. Et on a vraiment hâte de te voir très prochainement. Si tu veux laisser un message à nos auditeurs, on te laisse le mot de la fin. Bah, merci les gars, je remercie After Fight parce que tous les médias qui médiatisent les combattants en France, c'est une bénédiction pour tous les combattants. Et ça nous permet d'avoir plus de visibilité, de faire parler de nous. Et nous, en contrepartie, c'est cool parce que ça permet voilà, de faire monter petit à petit toutes les personnes qui font cette démarche de s'intéresser au MMA. Et bah, je remercie After Fight. Et du coup, bah, un petit coucou à Magid qui n'a pas pu être là, mais je lui passe le coucou et puis voilà, à bientôt de retour dans la cage. J'espère que je vous régalerai. Ce sera encore un combat sanglant, ça c'est sûr. Merci Benoît. Euh,